Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 19 août. Les chances de retrouver des survivants parmi les décombres s'amenuisent en Turquie au fur et à mesure que le temps passe. Le dernier bilan, hélas provisoire, fait état de plus de 6000 morts. Les Turcs demandent de l'aide pour pouvoir enterrer leurs victimes. Tangage dans la majorité plurielle, les Verts menacent de quitter le gouvernement, officiellement pour des désaccords sur le dossier nucléaire. En fait, depuis les élections européennes, les Verts reprochent au gouvernement de ne pas suffisamment prendre en compte leur nouveau poids politique. Un nouvel espoir pour les greffes d'organes, une étude anglo-américaine montre qu'il n'y a pas de risque de transmission de virus entre le cochon et l'homme, ce qui ouvre une perspective nouvelle pour la médecine. Les opposants à Slobodan Milosevic se réunissent en ce moment même à Belgrade. Ce premier rassemblement, où l'on attend plus de 100 000 personnes, sera un test pour les différents partis de l'opposition. À Aurillac, dans le Cantal, le théâtre est dans la rue et ça marche de mieux en mieux. Pour la 14e année, le festival ouvre avec une version inattendue de Carmen. En Turquie, le bilan ne cesse de s'aggraver au fur et à mesure que le temps passe. Déjà, plus de 6300 morts ont été officiellement recensés, 30 000 blessés. Des chiffres qui ne sont hélas que provisoires puisque l'on ignore toujours le nombre de personnes encore bloquées sous les décombres. Une jeune Française a trouvé la mort, 2 autres ont été blessés, indique ce soir le Quai d'Orsay, alors que dans l'après-midi, une nouvelle secousse d'intensité moyenne a été ressentie dans la zone. Dans la ville de Golchuk, où les secours sont arrivés très tard, on vous le montrait hier, Claude Sampère et Philippe Jasselin ont pu constater le désespoir des populations. Ces femmes viennent d'établir un barrage de fortune sur la route pour bloquer une équipe de secouristes avec une grue. Elles tentent de les convaincre de s'arrêter là pour travailler sur l'immeuble écroulé juste à côté. Sous ces ruines, une quarantaine de personnes et aucun secouriste n'est présent. Un militaire tente de s'interposer, de les raisonner, en vain. Après 20 minutes de discussion, il dégage le barrage et la grue repart. Nous sommes à Golchuk, une ville à 18 km de l'épicentre du séisme. Une ville de 100 000 habitants où plus d'un tiers des bâtiments ont été complètement détruits. Les secours sont complètement débordés. Dans chaque rue, la foule prend à partie les quelques secouristes bénévoles. Elle les supplie. À quelques mètres de ce camion, l'équipage d'une ambulance est pris à partie. Le médecin explique qu'il transporte un blessé, mais les gens présents n'y croient pas. En parcourant la ville, nous n'apercevrons qu'une vingtaine d'équipes de secouristes professionnels avec des moyens lourds. Sous cet amas de ruines, 2 personnes ont été localisées. On leur parle toutes les 2 heures. Ils ne sont pas coincés, ils ont de l'espace. Nous ne pouvons pas les voir, mais on peut leur parler à travers un dédale de tunnels. À quelques mètres, les proches de ces 2 rescapés. La course contre la montre continue. Plus de 70 heures après le séisme, les secouristes savent par expérience qu'ils ont encore des chances de sauver des vies. Ils savent aussi qu'ils n'ont plus beaucoup de temps. Regardez, il y a une organisation de sauvetage ici qui travaille. Et il y a des engins, etc. Et qu'est-ce qui se passe pour les ruines où personne ne travaille pas, ou bien où les citoyens ils ne peuvent pas accéder avec leurs moyens aux blessés, aux gens qui parlent sous les ruines? Qu'est-ce qui se passe? Ils attendent et ils meurent. Avant de quitter la ville, nous rencontrons un nouveau groupe d'habitants qui bloque une équipe de secouristes. Comment peuvent-ils comprendre ce chaos dans l'organisation des secours? Comment peuvent-ils accepter que personne ne s'occupe d'eux? À Galchuk, selon les dernières estimations, il y aurait entre 10 000 et 12 000 personnes encore sous les décombres.
La France a envoyé au total 150 secouristes, pompiers ou militaires et 30 tonnes de matériel. Alors que Médecins sans frontières est en train d'installer plusieurs dispensaires, les équipes françaises de la sécurité civile, qui opèrent sans interruption depuis leur arrivée dans la ville de Yalova, sont parvenues à sauver des vies. Olivier Théron et Virgile Lado ont suivi ce travail extrêmement difficile. Il faut que je sorte les gens vivants. C'est une chasse à l'homme survivant. Une lutte contre le temps. Les sapeurs français doivent faire vite et pas se tromper. Savoir résister à l'attente des gens, des rescapés, qui refusent de croire qu'un proche est mort. Peut-être il doit y avoir. Là, il y a les trous. Là, vous avez envoyé le chien. On a envoyé le chien tout à l'heure. On a envoyé le chien, n'a pas remarqué rien du tout. Il aura fallu 6 heures d'effort de terrassement pour mettre à jour cet homme. Il est sauvé, mais sa main gauche est coincée sous le béton. Il faudra sans doute l'amputer. Enfin, il y a les miracles. Oui, je vois sa position. Il est allongé le long du canapé. Ouais. Le canapé va jusque là. Oui. Et là, j'ai sa tête et sa main. Je le vois, là, j'ai dans mon faisceau de lumière. Sa tête et sa main sont à ce niveau. Ah ouais, c'est bon, il va bien. Et les hommes de la sécurité civile vont accoucher l'immeuble d'un homme de 55 ans. Allez, il faut faire vite quand même. Allez. Ça va, on tient. Justement, on récupère les gens, on récupère les gens. Allez. Allez, on va vite faire venir le brancard, qu'on le sorte, ce monsieur. Je crois que... Allez, on passe. Envoyez le brancard. 2 jours après avoir disparu dans le béton, cet homme voit de nouveau le soleil. Dehors, les habitants sont là pour assister au miracle. Parmi eux, sa fille. Les sapeurs de la sécurité civile aussi sont émus. Depuis qu'ils sont à Yalova, ils ont rencontré plus de victimes que de rescapés. Mais une vie de sauvée, ça efface la fatigue, ça donne le moral malgré tout. Et surtout, l'envie de chercher encore pour trouver d'autres survivants. Et c'est vrai qu'il y a parfois des miracles dans ce chaos indescriptible. Regardez l'histoire de ces 2 enfants que l'on extrait des décombres et la stupeur de leur mère qui n'arrive pas à croire qu'ils aient pu survivre. Elle pleure de bonheur. Stéphane Auman. À chaque vie supplémentaire arrachée aux décombres, c'est le même sentiment de victoire sur la fatalité. La même course de vitesse entre les médecins et les proches pour recueillir le rescapé. La même émotion des parents quand les sauveteurs leur donnent la priorité. Une émotion qui, parfois, terrasse les plus forts. Après 3 jours passés sans bouger sous la terre, un tourbillon étourdissant pour l'enfant. Comme une seconde naissance, volée à la terre. Une même scène qui se répète encore et encore dans toutes les villes sinistrées. Les enfants étaient nombreux dans ces quartiers populaires et leur petite taille leur sauve la vie entre les blocs de béton. Cédès Bozeri a 9 ans. Elle est de Golchouk, la ville aux 10 000 corps ensevelis. Elle aussi a passé 3 jours enterrée. Elle dormait quand son immeuble s'est effondré. Quand le tremblement de terre a commencé, je me suis sentie très mal. Les gravats tombaient du plafond partout et sur ma grand-mère qui dormait à côté de moi. Je me suis protégée la tête avec mes mains. J'ai eu très peur pour ma grand-mère, mais elle va bien. Et moi aussi, je vais bien. Pour le père qui ne cesse de prier à côté de l'ambulance, Cédès est une miraculée. La mère, elle, n'en revient toujours pas. Sa fille n'a aucune blessure grave, juste un vaisseau éclaté dans l'œil et quelques égratignures. Quelques égratignures certes, mais aussi le souvenir ineffaçable de 3 jours de cauchemar. Le Premier ministre turc a admis aujourd'hui qu'il y avait des problèmes d'organisation dans les secours. La nourriture et les tentes pour les sans-abri sont très insuffisantes et le gouvernement, qui semble impuissant face à la tragédie, demande des gants et des masques pour pouvoir dégager les morts. Les autorités turques craignent en effet maintenant une vaste épidémie. Olivier Karoff. Des versets du Coran pour recouvrir les cercueils, un imam pour lire la prière des morts. Les familles de ces victimes du tremblement de terre auront au moins pu offrir une sépulture décente à leurs disparus. Dans ce cimetière, sur les hauteurs de Golchouk, avoir de la chance, c'est simplement pouvoir mettre un nom
sur une tombe. L'hôpital de la ville ne sait plus que faire des dépouilles. Comment expliquer à ces familles que l'ambulance, le brancard ne serviront plus à rien? Les corps s'entassent au risque de provoquer des épidémies. On a de gros problèmes pour les inhumations. Des familles risquent de venir sans qu'on puisse leur rendre les corps. Et puis il y a tous ces morts encore enfouis pour lesquels le gouvernement a dû établir des règles strictes. Les corps que personne ne réclame ou qui ne sont pas identifiés vont être photographiés et enterrés dans les plus brefs délais. Face à l'urgence sanitaire, des pelleteuses ont été mobilisées pour creuser les tombes. Ailleurs, les familles de disparus ont parfois droit à un peu plus de temps. Le séisme a épargné cette patinoire. La glace permet d'y conserver les corps jusqu'à ce que quelqu'un vienne les reconnaître. À quelques mètres parfois des scènes les plus éprouvantes, des familles plus chanceuses tentent de se réconforter, de surmonter leur peur. Patrick Fandiot et Pierre Moscovitch ont rencontré une famille franco-turque qui était en vacances à Izmit. Ils sont miraculeusement indemnes. Ils vous invitent cordialement à table. Ils peuvent se le permettre. C'est une famille franco-turque enfin réunie pour le dernier repas de la journée. Ali est arrivé tout à l'heure de Paris, inquiet de n'avoir aucune nouvelle de ses parents. Là, ils sont encore choqués. Hein. La petite, ma frangine, la sœur, elle est encore sous choc. Quand ils pensent au truc, elle pleure. Quand je suis arrivé, ils me disent pourquoi t'es venu ici, c'est l'enfer, il fallait rester là-bas. Nous, on est en difficulté. Je dis bah, attendez, moi j'ai pas de nouvelles de vous, c'est normal que je vienne. La maison a résisté au tremblement de terre. Des amis ont offert des vivres pour tenir pendant quelques jours encore. Tout irait presque bien si toute la famille avait été épargnée. Le choc il continuait encore, mais quand on a vu la maison de ma tante qui était écroulée et tout, bah on a tous couru vers là-bas pour voir ce qui s'est passé. Tout. Voilà. La maison de la tante, c'est de l'autre côté de la rue. Dans les ruines de l'immeuble, il y a 2 jours, ils ont trouvé le corps de leur petite cousine. Ils espèrent récupérer quelques photos, quelques souvenirs. On a retrouvé le corps ici, là, sur le lit. Il était allongé ici. Quand je suis arrivé, j'ai touché ses jambes pour voir si elle vivait, si elle était vivante, quoi. Je tapais dans les jambes, je serrais les jambes pour qu'elle me réponde, je criais, je l'appelais. Puis, ayant des réponses négatives, j'ai cessé les recherches. Des vacances qu'on n'oubliera pas de sitôt, disent-ils. Les hélicoptères poursuivent leur recherche des victimes. Eux, ils s'apprêtent, comme tous les soirs, à quitter leur maison pour aller dormir là-haut, dans la montagne. Et nous retrouvons maintenant en direct d'Izmit Claude Sampère. Claude, bonsoir. Cela fait maintenant près de 70 heures que le séisme a eu lieu. L'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. Effectivement, plus les heures passent, plus les chances de retrouver des survivants diminuent. Vous savez, tout à l'heure, je discutais avec un spécialiste français de la sécurité civile, André Benkemoun, et il m'expliquait qu'après un tremblement de terre, en général, vous pouvez retrouver des survivants pendant 4 ou 5 jours. Au-delà, les personnes que l'on retrouve sont des miraculés. Mais rappelez-vous dans le passé, rappelez-vous les tremblements de terre d'Arménie ou de Mexico, on a retrouvé des personnes parfois 10 ou 11 jours après le tremblement de terre. Le seul problème, ici il y a un problème particulier, c'est qu'il y a la chaleur. C'est-à-dire que, outre les blessures que peuvent avoir les personnes qui se trouvent à l'heure actuelle sous les décombres, ces personnes souffrent des problèmes de déshydratation. Et ça, les secours à l'heure actuelle sont très très pessimistes sur ce problème, parce que la chaleur fait que les chances diminuent effectivement à l'heure actuelle très très vite. Alors Claude, derrière vous, on aperçoit les flammes de la raffinerie d'Izmit. J'imagine que là encore, c'est une source de préoccupation pour les autorités. L'incendie n'est toujours pas maîtrisé? Effectivement, vous voyez cette raffinerie qui est en train de brûler à l'heure actuelle derrière moi. Vous savez, on est à peu près ici à 10 km de cette raffinerie. Et vous voyez la hauteur des flammes. Depuis 2 jours et demi, cette raffinerie brûle, l'incendie continue. Et il y a, paraît-il, des dizaines d'experts qui se trouvent sur place. Des Grecs, des Turcs, des Américains, des experts russes aussi. Et de jour en jour, ce matin, on a assisté à un spectacle étonnant. On a vu cette raffinerie, on a vu des avions survoler cette raffinerie, des avions bombardiers d'eau, on a vu des hélicoptères aussi.
Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu dans le monde, on n'a jamais vu un incendie d'une raffinerie éteint avec des avions bombardiers d'eau. Parfois ça peut éteindre des incendies de forêt, mais ça n'a jamais, jusqu'à l'heure actuelle, éteint l'incendie d'une raffinerie. La France a proposé ses services aux autorités turques pour s'occuper du problème de cette raffinerie. La demande française a été rejetée. Apparemment, c'est d'autres experts qui vont être nommés. Mais pour le moment, l'incendie continue et l'inquiétude grandit dans la population. Ici, on a établi un périmètre de sécurité. Mais la nuit dernière encore, il y a des centaines de personnes qui ont quitté la ville d'Izmit à cause du nuage de pollution qui règne à l'heure actuelle sur la ville et à cause des risques d'explosion qui continuent à l'heure actuelle. Merci beaucoup Claude Sampère pour ce témoignage. Alors que le séisme s'est produit dans une zone à fort risque, aucune norme antisismique n'a, semble-t-il, été respectée. Les survivants dénoncent la vétusté, mais aussi l'incurie des architectes et des entrepreneurs qui, pour des raisons financières ou politiques, n'ont pas respecté les normes de construction. Car aujourd'hui, on sait fabriquer des immeubles qui résistent aux tremblements de terre, comme nous l'explique Jean Pézieux. Une telle catastrophe était inévitable en raison de la mauvaise qualité générale des constructions. Ce sentiment des sinistrés rejoint le constat des experts turcs et étrangers. Les immeubles qui ont respecté un minimum de normes antisismiques ont résisté. Sur les sites sinistrés, on peut constater que le tremblement de terre a éliminé les bâtiments mal construits. En revanche, ceux qui ont été bien construits sont toujours debout. Un debout, un effondré, voici des immeubles voisins qui montrent bien le fossé qui existe entre des constructions normales et des constructions anarchiques. Voyez ces dalles de béton. Elles se sont écroulées sur la maçonnerie censée les soutenir. Une aberration. Les normes de base en effet consistent à faire supporter les dalles par des poteaux en béton armé, dalles et poteaux étant chaînés, c'est-à-dire reliés les uns aux autres, la maçonnerie ne servant que de remplissage. Autre scandale, les murs de ces immeubles sont bien en béton armé, mais n'étant pas accrochés au sol, ils ont basculé sur le côté affaibli par la secousse. La norme antisismique, c'est sous la semelle de l'immeuble une autre semelle, arrimée à des fondations profondes avec des ressorts entre les deux. Dans certains cas, on améliore encore la résistance avec un ancrage de l'immeuble dans le sol. Ces règles antisismiques sont mises en œuvre sur la Côte d'Azur et à Nice notamment depuis 1995, surcoût de 5 à 10%, mais pour la construction neuve seulement. En revanche, pas de contraintes pour les immeubles anciens. En cas de séisme, les conséquences ici aussi pourraient être catastrophiques. Voilà donc ce que l'on peut dire ce soir sur cette catastrophe. Je vous rappelle qu'une Française a trouvé la mort et que 2 autres blessés devraient être rapatriés dans les prochaines heures. En France, avant même la rentrée politique, les écologistes s'impatientent et menacent de rompre l'accord gouvernemental. Un agacement lié à la série de décisions prises durant l'été par le gouvernement dans le domaine du nucléaire. Le député vert, Noël Mamère, dit ce soir qu'il est temps de taper du poing sur la table. Daniel Cohn-Bendit accuse Lionel Jospin de ne pas tenir sa parole. Bref, depuis les élections européennes, les Verts estiment que leur poids politique n'est pas suffisamment pris en compte. Les explications de Jeff Wittenberg et Jean-Jacques Le Garec. Le calme qui règne dans leur bureau parisien est trompeur. Les Verts sont mécontents et ils font du bruit. Le sujet qui fâche, c'est une fois de plus la politique nucléaire du gouvernement. Ici, on en fait même une question de principe. Nous avons signé un accord. Cet accord prévoit un moratoire sur les centrales nucléaires jusqu'en 2010. Si l'accord n'est pas respecté, nous sortirons du gouvernement. Ce sera la fin de la majorité plurielle. Derrière ces menaces, une première réalité. D'abord, le feu vert donné par le gouvernement cet été à un projet d'enfouissement de déchets nucléaires, combattu par les écologistes. Ensuite, le lancement d'une étude sur un nouveau type de réacteur qui viendrait remplacer les centrales actuelles. C'est inacceptable pour les Verts qui ont toujours exigé, et jusque-là obtenu de leurs alliés, qu'on ne construise pas de nouvelles installations nucléaires. Et puis il y a une deuxième réalité, politique celle-là. Les Verts ne se remettent pas du dernier remaniement ministériel. Dominique Voynet n'y a pas pris de galon, aucun écologiste supplémentaire n'est venu étoffer les rangs de l'équipe Jospin. Comme si la percée de Daniel Cohn-Bendit aux européennes, près de 10%, n'avait jamais eu lieu. Aujourd'hui, Cohn-Bendit règle ses comptes avec le Premier ministre, pendant que ses amis tirent à vue sur les pratiques du PS. Je constate finalement que le Parti socialiste a quand même cette habitude de préférer ses partenaires quand il les a bien écrasés, comme le Parti communiste pendant de nombreuses années, et que les Verts peut-être là aujourd'hui sont un peu plus fort en gueule que le Parti communiste et un peu plus dangereux sur l'avenir, donc on a un petit peu tendance à se méfier. Les uns et les autres feront leur véritable rentrée politique la semaine prochaine.
Pour Lionel Jospin, le plus urgent sans doute sera d'éteindre le début d'incendie qui menace aujourd'hui sa majorité. Et puis l'autre composant de la majorité plurielle, les communistes, vont se réunir pour leurs universités d'été dès demain à la Seine-sur-Mer, ouvrant ainsi la série de réunions de la rentrée politique. Plusieurs inspecteurs de la Commission européenne ont visité cet après-midi en Bretagne une usine de fabrication de farine animale. Un contrôle prévu après les demandes d'explication adressées à la France par l'Union européenne. Selon des informations diffusées entre autres par la télévision allemande, des résidus de stations d'épuration et de faux septiques auraient été mélangés aux farines pour animaux. Jacques Deveau et Michel Hiver. Les 3 inspecteurs de la Commission européenne auront passé 3 heures dans les établissements Caillot près de Fougères. 3 vétérinaires, un Italien, un Hollandais et un Français sont chargés de vérifier la conformité de l'établissement aux normes européennes. C'est un rapport de la répression des fraudes rendu public en juin dernier qui occasionne ce contrôle. Cette usine, ainsi que d'autres en France, intégrait les boues des stations d'épuration dans la fabrication de farines animales. Une pratique interdite en France depuis 1989. Cette entreprise avait déjà été alertée par des courriers sur l'impossibilité, sur l'interdiction de cette pratique. Et en plus, un arrêté préfectoral de 1996, pris au titre des stations classées, avait obligé cette société à épandre la totalité de ses boues. Ce qu'elle ne faisait pas. Ce qu'elle ne faisait pas. On peut vous suivre pendant la visite? En fait, ces contrôles menés par les autorités européennes semblent très symboliques. L'entreprise et par voie de conséquence la France n'ont pas grand-chose à craindre, car depuis avril 1999, ces pratiques ont cessé. Selon les services vétérinaires, l'usine de Javenet n'a plus rien à se reprocher. On n'en saura guère plus. À l'issue de la visite, les inspecteurs n'ont fait aucun commentaire. Le président de Paribas, André Lévy-Lang, annonce qu'il renonce à son poste. Son départ marque l'échec du projet de rapprochement avec la Société Générale. Depuis 9 ans aux commandes de Paribas, André Lévy-Lang a contribué au redressement de l'entreprise. Une très bonne nouvelle, mais aussi un espoir pour tous ceux qui sont en attente de greffe d'organes. Une étude anglo-américaine vient de montrer qu'il n'y a pas de risque de transmission de virus entre le porc et l'homme. Pour l'instant, certaines cellules du cochon sont utilisées dans la fabrication de l'insuline pour traiter les diabétiques. Cette étude ouvre donc de nouvelles perspectives pour les greffes de rein ou de cœur du cochon vers l'homme. Les explications de Jean-Daniel Flézaquier. Au prime abord, ce sont des cochons banals. En fait, ils sont très particuliers. Élevés dans le plus grand secret, ces animaux sont dits transgéniques. Leur patrimoine génétique a été modifié, ils ont quelque chose d'humain. Ils peuvent fabriquer par exemple à l'identique des hormones qui manquent à l'homme. Pour cela, on a introduit le gène de cette hormone dans l'embryon porcin. Mais le grand défi, c'est de parvenir à humaniser les organes de ces animaux pour pouvoir un jour greffer sur l'homme un rein, un foie ou un cœur de porc, ce qu'on appelle une xénogreffe. Mais il y avait un problème, un virus appelé PERV. Inoffensif chez le porc, personne ne souhaitait le voir passer chez l'homme après une greffe. Cette crainte est aujourd'hui quasiment dissipée, avec la publication de résultats concernant 160 personnes qui ont été en contact avec des tissus porcins. Des brûlés qui avaient reçu de la peau de porc, des diabétiques traités avec des cellules de pancréas, ou des malades dont l'organisme a été temporairement épuré grâce à un foie ou à un rein de porc. Après 12 ans de suivi, aucun d'entre eux n'héberge le virus PERV, et ce n'est pas la seule bonne nouvelle. Jusqu'à date, nous n'avons retrouvé aucun autre virus qui pourrait être inquiétant vis-à-vis de la xénotransplantation. Face au dramatique manque d'organes humains, les greffes animales seront bientôt possibles, inévitables et apparemment peu risquées. Ce jour-là, je crois que on mettra en balance la vie des gens qui sont aujourd'hui très menacés, et puis un risque qui sera bien sûr toujours un risque difficile à quantifier, inconnu, mais la balance, à mon avis, penchera quand même pour les malades. Grâce à des cellules porcines modifiées, des dizaines de diabétiques vivent déjà sans piqûre. Le double affichage des prix ne calme pas la colère des agriculteurs. Alors que les commerçants mettent petit à petit en place ce nouvel étiquetage, les producteurs de fruits et légumes continuent de manifester. Yann Fronty et Marie-Laure Gendre. C'est marqué dans le prix rendu magasin. Oui, tu as le prix d'achat producteur, tu as le prix rendu du magasin et le prix de vente. Difficile de s'y retrouver devant la multitude de prix inscrits sur les pancartes.
Double, voire triple affichage oblige, les panneaux des rayons fruits et légumes sont devenus l'objet de discussions pour connaître le montant exact de l'addition à payer. Et ce matin, dans ce supermarché parisien, certains consommateurs s'avouaient sceptiques. Ça a l'air très compliqué cette histoire. Très compliqué. Non, mais non, le client il regarde, il voit rouge la différence. En fin de compte, nous, qu'est-ce que nous regardons? C'est ce que nous payons. Ben voilà, c'est en rouge. C'est fini, on paye ça. Je regarde parce que je vois que tout le monde regarde ce matin. Mais enfin, non. Ça change pas grand-chose. Non, ça change rien pour moi. Côté distributeur, même doute, mêmes interrogations sur une mesure jugée contraignante et qui demande plus de travail. Une organisation journalière d'à peu près 1 heure, le temps de changer toutes les étiquettes et les pancartes, puisqu'il y en a à peu près une trentaine à changer chaque jour. Un affichage qui finalement ne satisfait pas grand monde. La nuit dernière, des producteurs en colère ont déversé 15 tonnes de poires invendues dans les rues d'Avignon. Ils protestent toujours contre des prix considérés comme beaucoup trop bas et attendent d'autres décisions. Tant que nos politiques ne prendront pas en considération de nos problèmes réellement, tous les soirs nous serons sur le pied de guerre. La grogne des producteurs risque donc de durer, celle des distributeurs également, car ils ont été prévenus. Dès la semaine prochaine, les services des finances commenceront leur contrôle pour vérifier que le double affichage a bien été mis en place. Le responsable de la Confédération paysanne de l'Aveyron a été mis en examen et écroué cet après-midi. Il s'est spontanément rendu à la justice. Son syndicat avait pris l'initiative d'organiser le saccage d'un restaurant McDonald's en construction à Millau. Des centaines de manifestants sont venus lui apporter leur soutien cet après-midi. Les bergers de la région de Roquefort protestent contre l'embargo américain qui vise leur production. Il sera toujours aussi lourd, mais coûtera peut-être un peu moins cher. C'est l'incontournable cartable de rentrée. Comme chaque année, les associations de consommateurs ont additionné dans la besace cahiers, règles, gommes et taille-crayon. Elisabeth Esley et François Granier ont suivi dans un supermarché l'une des enquêtrices. Une maman pas comme les autres, avec une liste mais sans chariot au rayon des fournitures. Mariette Villiers est enquêtrice bénévole. Elle n'est pas là pour acheter, mais pour relever les prix de 90 articles de base, sans référence précise. Je choisis en fonction de ce que j'achèterais moi. Donc des articles de bonne qualité, le moins cher possible en respectant une qualité minimum et sans prendre des gros lots qui vont me servir à rien. Un long travail, 2 heures pour remplir la liste, même quand on a l'habitude. Mariette fait des relevés depuis 15 ans. C'est de plus en plus difficile de choisir. On trouve beaucoup plus de camelotes, de choses qui sont vraiment à ne pas acheter du tout parce que c'est vraiment de très petite qualité, ça ne va pas durer. Et il y a beaucoup de choses très chères qui sont inabordables pour la plupart des familles. Dans toute la France, 130 autres bénévoles ont fait les mêmes relevés, à leur idée, dans le magasin de leur choix. C'est la moyenne de leurs additions qui donne le budget annoncé, en baisse de 0,6% par rapport à l'année dernière. Entrée en CP, 510 francs. En 6e, 1760 francs. En seconde générale, 3460 francs. En seconde technologie industrielle, 4560 francs. Des dépenses très lourdes pour certaines familles. Pour un couple touchant un SMIC plus un salaire à temps partiel avec 3 enfants scolarisés, la rentrée représente 138% du budget de septembre. Et ces chiffres ne tiennent pas compte des frais en cours d'année, de cantine, de transport, de voyage, qui bien souvent multiplient par 2 le budget de rentrée. À Belgrade, plus de 150 000 partisans de l'opposition serbe sont en train de se rassembler en ce moment même. Vous le voyez sur ces images. C'est la première fois que les différents mouvements de l'opposition appellent à une manifestation unitaire contre Slobodan Milosevic. Et il a fallu faire taire certaines divergences. Reportage Anne Poncinet, André Sora. Ils arrivent de Šabac, à une 60aine de kilomètres de Belgrade. Accueillis en banlieue de la capitale yougoslave par le Parti démocratique, le parti le plus influent de l'Alliance qui appelle à manifester. Ils sont arrivés vers 16 h et ils sont déterminés. Nous, ce qu'on veut, c'est du pain. Et on veut que ceux qui ne nous donnent pas de pain quittent le pouvoir. Regarde, c'est tout ce que j'ai comme chaussures, moi. Le pouvoir a bien tenté quelques manœuvres pour faire diversion. Le tirage de la loterie à la télé a été avancé à ce soir et le gouvernement serbe a proposé l'organisation d'élections anticipées. Moi, je pense que ça peut démotiver les gens. On ne veut pas entendre parler d'élections avant la démission de Milosevic. Les militants sont mobilisés, c'est un fait acquis.
La question est de savoir si ces partis d'opposition très divisés face au pouvoir sauront inspirer confiance aux Belgradois, à ceux par exemple qui font la queue pour l'essence à quelques mètres de là. Moi je préfère n'importe quoi plutôt que ceux qui sont au pouvoir et qui mentent au peuple depuis si longtemps. On ne peut pas continuer comme ça. Mais lui n'ira pas à la manifestation. Ce ne sont pas eux qui nous donneront de l'essence, dit-il. Tout ça c'est la faute à l'OTAN. La manifestation a commencé à 19 h comme prévu devant le Parlement fédéral yougoslave où les étudiants ont construit un mur symbolique. Les organisateurs espéraient rassembler 200 000 personnes. Seule une très forte mobilisation permettrait de faire oublier les cafouillages de l'opposition qui se sont multipliés ces derniers jours. À ces divisions s'ajoutent les pressions du pouvoir. Ainsi, Vesna Pesic, une grande figure de l'opposition contre Slobodan Milosevic, devait défiler ce soir, mais elle était menacée de poursuites judiciaires, alors elle a fui vers le Monténégro. En Italie, dans le port de Bari, des milliers de tziganes du Kosovo fuient leur pays. Les tziganes, méprisés par les Serbes, sont traités comme des collaborateurs par les Albanais. Du coup, dans des embarcations parfois de fortune, ils choisissent l'exil vers l'Italie. Valérie Hermite. 1120 Roms, des tziganes du Kosovo, exténués. Ils ont fini par arriver cette nuit au port de Bari, dans le sud de l'Italie. Repérés en pleine mer Adriatique, c'est la marine militaire italienne qui les a récupérés. Leur voyage a bien failli tourner au drame. 40 personnes étaient tombées à l'eau, 10 d'entre elles sont hospitalisées. La plupart de ces réfugiés sont des femmes et des enfants. Ils disent fuir le Kosovo par peur des représailles de la part des Albanais. Des Albanais qui les accusent d'avoir collaboré avec les Serbes pendant le conflit. Une situation qui inquiète le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Parqués au Kosovo, ils sont pris à partie à la fois par les albanophones et par les Serbes qui disent ne plus en vouloir. Le nombre des Roms ayant fui la province est encore indéterminé. Mais hier encore, 365 réfugiés sont arrivés à Brindisi, un autre port du sud de l'Italie. À Séville, les athlètes mondiaux sont encore sous le coup de la révélation hier du dopage de Marlène Ottey. La sprinteuse jamaïcaine a déclaré forfait. Elle ne participera donc pas au championnat du monde. Sur place, l'onde de choc, la surprise est encore immense et les athlètes commentent tous cette décision. Commentaire de Nathanaël de Rinxin. Aujourd'hui à Séville, l'annonce du contrôle positif à la nandrolone de Marlène Ottey était dans tous les esprits. Marie-Josée Pérec connaît bien la Jamaïcaine. Elle l'a affrontée à de nombreuses reprises. Elle l'a même battue. C'était en finale du 200 mètres olympique à Atlanta. Ottey, dopée, l'athlétisme est éclaboussé. Les champions cherchent à se justifier. Je pense que je suis quelqu'un de très doué. On l'a vu lorsque j'ai démarré l'athlétisme. Je n'ai jamais touché à aucune drogue. J'ai été élevée dans une famille où tout ce genre de trucs c'est très clair, il ne faut pas y toucher, et donc je n'ai jamais touché à rien. Les athlètes présents à Séville s'interrogent désormais sur le bon fonctionnement des contrôles antidopage fondés sur les analyses d'urine. Pendant les championnats, la Fédération internationale poursuit sa lutte contre le dopage. Aujourd'hui, Eunice Barber a subi un contrôle inopiné. Ces images ont été filmées par une amie de l'athlète française pendant le contrôle. Les échantillons d'urine sont placés sous scellés dans ces boîtes blanches. Plus de nom, juste un numéro et une analyse. Aujourd'hui, dans l'hôtel des Américains et des Français, le contrôle inopiné s'est déroulé dans une ambiance plutôt décontractée. Des remparts de Séville au théâtre de rue d'Aurillac, Carmen, la voluptueuse gitane, ravit toujours les cœurs. Le festival d'Aurillac, qui se tient du 18 au 21 août, présente une version très nouvelle de l'opéra de Bizet. Pierre-Emmanuel Luneau et Michel Levasseur vous font découvrir l'ambiance particulière de ce festival. 4 jours pour faire de la rue la plus grande scène de théâtre de France. Les comédiens sont partout, sur le bitume bien sûr, et pour cette édition, ils ont même investi les façades des immeubles. Qui les a installés là-haut? Et pourquoi? En 14 ans de festival, les artistes de rue ont eu le temps de s'affranchir des préjugés. Cette année, ils s'attaquent au répertoire classique.
Les Bonnes de Jean Genet, Alice au Pays des Merveilles ou comme ici le célébrissime Carmen de Bizet, adapté par la compagnie Off. Des comédiens qui encerclent un public au milieu d'une arène de métal. Ici encore, la liberté acquise dans la rue a été primordiale pour la mise en scène. C'est une relation très proche avec les autres gens qu'on n'a pas dans le théâtre classique. J'imagine que les gens qui ont déjà écouté les versions Carmen dans les opéras, ils seront aussi également surpris, et je pense que ce sera une bonne surprise de voir une telle production, parce que c'est vrai que c'est tout à fait destroyed. Mais les rues d'Aurillac sont encore et heureusement le lieu privilégié du spectacle. Le festival attend jusqu'en la fin de la semaine pas moins de 300 artistes pour faire vivre la ville. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre. Les chances de retrouver des survivants parmi les décombres s'amenuisent en Turquie au fur et à mesure que le temps passe. Le dernier bilan, hélas provisoire, fait état de plus de 6000 morts. Les Turcs demandent de l'aide pour pouvoir enterrer leurs victimes. Dans un instant, la météo avec Isabelle Martinet, puis le point route avec Patrice Drevet. 20h55, les Nouveaux Mondes, présentés par Antoine de Maximi, nous emmènent au Pérou. Le dernier journal à minuit 10 par Florence Duprat. Demain, dans les 4 vérités, Françoise David recevra Brigitte Mazur de la Confédération syndicale des familles. À 13h, Laurence Stolazza et Antoine Cormery. À 20h, vous aurez le plaisir de retrouver Béatrice Schoenberg. Très bonne soirée à tous. Au revoir.